S'il vous plaît. Donc, avant la prochaine session, nous allons écouter Monsieur le ministre. Bien, merci. Merci. Donc, tous les panélistes qui sont passés et ceux qui vont intervenir tout à l'heure pour la dernière séance de la journée. Le gouverneur et moi, nous profitons pour vous remercier de tous les efforts que vous avez eu à faire, pour vous inviter à effectivement poursuivre ces échanges, compte tenu d'un certain nombre d'impératifs. Nous devrons nous retirer puisque lui, il doit continuer sur Tillabéri. Donc, le gouverneur, le préfet, le maire, peut-être nous allons vous laisser continuer le travail techniquement. Sachez qu'on est avec vous de tout cœur et toutes les décisions que vous allez prendre nous engagent tous. Et nous n'avons pas d'inquiétude étant donné que tous ceux qui sont passés ici sont les experts du sujet. Nous sommes au niveau de la décision. Vous allez nous aider à prendre les décisions et nous sommes prêts à les prendre tant que ça va permettre d'amener notre pays à être au diapason. Donc, nous vous remercions infiniment et bonne continuation. Merci. Ça ne marche pas aussi. Hein. Les micros sont fatigués. Allô. Ah, ok. Ça, c'est bon? Allô. Ok, c'est bon, ok. Ok, bonsoir, chers participants. Donc, nous allons entamer la dernière séance ou session. Dans cette session, il est prévu en principe 3 intervenants. Elle va traiter d'abord sur les instruments de réponse aux crises au Niger. Et j'ose espérer, et ce sera certainement le cas avec la qualité des intervenants qui sont là, que nous serons en tout cas bien édifiés sur ce que nous disposons chacun de son côté en termes d'instruments et de réponses liées aux crises pour le cas du Niger. J'aimerais vérifier, puisque j'ai sur les 3 la présence de 2, et colonel Bako, major Bako, qui va nous traiter sur le COVAC. Le COVAC, c'est un mécanisme de gestion des crises mis en place par le gouvernement. Ensuite, nous avons un autre Bako Yakuba qui va nous traiter de la question de l'assurance ARC. C'est une assurance en tout cas qui est orientée sur la question de réponse en cas de crise. Mais nous avons prévu aussi d'avoir la présentation du dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires. J'aimerais bien vérifier cette présentation-là n'a pas lieu. Elle a lieu? Ok. Donc finalement, ça sera une session courte avec seulement 2 présentations. Et c'est un intervenant qui a été déjà présenté, colonel-major, je ne vais pas revenir en tout cas sur ce qui a été dit ce matin. L'autre intervenant, Bako Yakuba, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les questions d'assurance au Niger depuis un certain temps, qui est en tout cas une structure attachée au cabinet du Premier ministre, avec un accent en fait d'investir ou transférer les risques pour mieux prévenir et supporter les populations. Donc sans tarder, on va commencer. Monsieur le colonel-major Bako, on aimerait bien vous écouter sur ce que vous allez nous entretenir en ce qui concerne le COVAC. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je me permets, avec ces micros, de féliciter les étudiants à licence en protection civile au Niger, qui sont au nombre de 33, qui sont actuellement en salle, qui nous suivent en direct à l'École nationale de la protection civile. Parmi eux, nous avons 13 ressortissants étrangers
Nous avons aussi une dizaine de personnels de la protection civile qui nous suivent justement à partir du COVAC. Le COVAC, tel qu'il est présenté avec cette diapo, on aura toujours l'impression que c'est quelque chose qui appartient à la Direction générale de la protection civile. Ce n'est même pas ça du tout. C'est que c'est un dispositif qui appartient au ministre de l'Intérieur, qui est abrité à la Direction générale de la protection civile, qui a été construit et équipé à travers l'État du Niger et le projet PGRCDI que vous connaissez très bien. Donc, cet outil-là, pardon. Alors, ma présentation va s'articuler en création, définition, mission, organisation et activité. Alors, il a été créé par l'article 17 de la loi 2017-06 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux de l'organisation de la protection civile au Niger, qui dit qu'en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministère de la protection civile coordonne la mise en œuvre des moyens de l'État, des moyens des collectivités territoriales, des établissements publics. Il mobilise ces moyens-là et les moyens privés nécessaires au secours et il les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. On verra ce que ça veut dire, cette autorité chargée de la direction des opérations de secours. Ensuite, ce COVAC-là, donc, a pour mission la supervision, la veille permanente des structures de secours en vue d'anticiper l'engagement des moyens et l'aide dans la prise de décision dans les situations de crise. Comme c'est du cadre juridique, j'ai préféré le lire mot à mot. Suite à cette loi, on a un arrêté du ministre de l'Intérieur qui porte mission, organisation et fonctionnement du COVAC. Alors, c'est quoi le COVAC? C'est un centre opérationnel de veille dans la téléconduite de crise, un outil de supervision de la veille permanente des structures de secours en vue d'anticiper. En fait, ça dit que toutes les structures qui assurent les secours sont en veille. Et lui, le COVAC, il supervise ça. Que ce soit dans le cadre de l'environnement, que ce soit dans le cadre de la santé, que ce soit dans le cadre de l'agriculture, vous veillez, vous avez des informations. Hein, le COVAC va superviser ça. Parce qu'aujourd'hui, en gestion de crise moderne, on doit partager l'information. L'information doit circuler, elle doit être en temps réel pour permettre la prise de décision des autorités. Ça a été le cas avec la Covid. La santé le fait tous les jours. Dès qu'il y a un cas de maladie qui est signalé avec un protocole particulier, au coin le plus reculé du Niger, l'information remonte jusqu'au niveau central. Ça, c'est le symbole du COVAC. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous voyez, il y a beaucoup de moyens de communication. Il y a toute l'étendue du territoire national. En fait, dans d'autres pays, ça s'appelle autre chose que le COVAC. Peu importe, c'est un outil opérationnel national qui a pour mission d'assurer la permanence de l'analyse des risques majeurs identifiés sur le territoire national. C'est-à-dire que tous les risques qui sont dans le territoire national doivent être en permanence analysés pour qu'on constate leur évolution, ne pas être surpris. Il ne faut pas être surpris. Le maire n'a pas besoin d'être surpris. Il faudrait qu'il voit la chose venir par les différents canaux de détection qui vont entretenir son information. Donc, informer en permanence le ministre de l'Intérieur ainsi que les autres ministres concernés. Là, on est au niveau national. D'accord? Anticiper, réagir et suivre l'évolution des événements susceptibles d'affecter durablement la vie, la vie collective, à mesure, si nécessaire, d'engager et anticiper. En fait, les risques aujourd'hui, dans le monde moderne que nous vivons, on ne doit pas être surpris. On doit pouvoir les voir arriver et au fur et à mesure, on fait une montée en puissance. D'ailleurs, en termes de gestion de catastrophe, on ne déclenche plus de processus. C'est pas comme à la guerre où deux pays se déclarent la guerre, on signe des instruments. Non. L'événement est là. Ceux qui sont censés le prendre en charge sont déjà formés et préparés et ils doivent s'organiser. Ils doivent mettre en œuvre toute la procédure pour laquelle ils sont entraînés. Alors, c'est un outil interministériel. Donc, vous avez tous ces ministères-là qui sont là. Tous les ministères, sans exception. Vous avez à côté aussi des agents de liaison de toutes les compagnies de téléphonie mobile. L'organisation au niveau national du centre fait que c'est un outil qui va prendre en charge toutes les catastrophes. Toutes.
sanitaires, tout ce que vous voulez, feux de brousse, il les prend tout, en tout. Et il les prend depuis la phase de la veille jusqu'à la phase de la conduite de crise. C'est-à-dire que du début de la crise jusqu'à sa fin, le COVAC est là. Et quelle que soit la crise. Excusez-moi. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de cellules. Cellules, information, renseignement, action, experts. Ces cellules-là, lorsqu'il y a la crise, les animateurs de ces crises, de ces cellules sont ceux que je vous ai cités. Ils sont appelés dans une salle et ils vont commencer à travailler. Et ces cellules-là vont pouvoir faire le même travail, quelle que soit la crise. Il n'y a pas de catastrophe où il n'y a pas de logistique. La logistique sanitaire, c'est les mêmes logisticiens qui vont gérer ça que ceux qui gèrent la logistique du feu de brousse. La logistique reste logistique. Information reste information. Il n'y a pas à changer de personnel. C'est ça le caractère interministériel. Ensuite, pour vous dire, merci le PGRCDU. Ça, ce sont les nouvelles salles. Cette salle-là, vous avez un écran qui fait 2,56 m sur 1,92 m. On vient de moderniser le COVAC avec cet écran-là. Ici, on a un écran qui fait 1,80 m et quelques sur chose. Dans la salle suivante, excusez-moi. Ça, c'est le bureau du chef COVAC. Dans cette salle, on a cet écran-là. D'accord? Et là, c'est là on doit pouvoir recevoir, quelle que soit la catastrophe, le ministre qui est concerné. On verra ce que c'est la notion des ministres désignés pour gérer la crise au nom du Premier ministre. Ça, c'est une salle de formation. L'organisation au niveau territorial confère que le centre est mis en place au profit des autorités communales, départementales, régionales et même nationales. On a déjà évoqué le volet national. Alors, le code d'alerte dit que le ministre chargé de gérer la crise a à sa disposition le COVAC. Si c'est la santé, c'est le ministre de la Santé. Au niveau régional, c'est le centre de coordination des opérations de région qui est à la disposition du gouverneur. Au niveau départemental, le centre opérationnel départemental et au niveau de la commune, le poste de commandement communal. Et c'est pour mettre en œuvre quoi? C'est pour mettre en œuvre les différents plans qui correspondent au niveau des interventions de chaque autorité. Donc, il n'y a pas de COVAC, il n'y a pas de centre opérationnel sans une autorité qui est l'animatrice, qui est le responsable au profit desquels on doit travailler. Alors, vous voyez en vert le niveau national là-bas, le niveau régional, le niveau départemental et le niveau communal, poste de commandement communal, qui à côté pilote aussi le cellule départemental d'évaluation des catastrophes. On verra à quoi elles servent. Ces structures du COVAC sont adossées à des structures de protection civile dans une liaison de partenariat, pas de subordination. Alors là, pas du tout. J'héberge le COVAC, je ne suis pas le patron du COVAC. Mais je suis chargé de garantir qu'il n'y ait pas, par exemple, de coupure d'Internet au COVAC, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Les activités du COVAC. Pendant les élections, les dernières élections, le COVAC est l'outil qui suit au jour le jour, heure par heure, les élections. J'ai pu vous dire que nous avons tous les présidents de commission électorale, qu'elles soient communales, départementales, nous avons leur numéro de téléphone. Ainsi de suite. Ça, c'est la gestion des inondations. Alors, dans le cadre des inondations, à la date du 11 novembre, voici ce qui est tombé au COVAC. Vous avez 45 départements qui sont concernés, mais c'est quand même 41 552 ménages concernés, soit 332 603 personnes. Ça, c'est un résumé de la situation des inondations avec, malheureusement, 136 pertes en vies humaines par effondrement, 59 pertes en vies humaines par noyade. Ici, nous sommes servis du COVAC pour la COVID. Lorsque vous utilisez votre téléphone pour faire un appel pendant la période du COVID et que vous entendez 118, c'est là, c'est au COVAC. Toutes les compagnies de téléphone doivent vous permettre d'appeler gratuitement cette salle-là. Ça, c'est les statistiques des appels reçus au COVAC. Je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est gratuitement sur toute l'étendue du territoire national. Alors, récemment, vous avez reçu des SMS. Ou bien lorsque vous appelez quelqu'un, vous avez un retour d'appel de sonnerie qui vous dit les précautions à prendre. Mais c'est parce qu'au COVAC, ils ont travaillé. Il y a un système qui nous permet
d'envoyer des SMS, des messages vocaux, des messages au niveau des télévisions. C'est national, public et privé, les journaux, ainsi de suite. Ça veut dire que le COVAC a fait sa montée en puissance. Vraiment, l'information arrive au niveau où il faut, au profit des personnes qu'il faut par rapport au risque qui est... Il y a aussi certains instants, je ne vais pas m'attarder sur ça. Cette situation, le COVAC l'a prévu parce que la météo nous a informé qu'il va y avoir des fortes pluies. Et le 16, le COVAC a envoyé un message de sensibilisation. Et voici le résultat et ce qui s'est passé. On avait parlé au niveau du COVAC. Voici un résumé de comment on fait une alerte au COVAC. Lorsqu'on est au niveau municipal, le poste de commandement communal va proposer au maire un message d'alerte adressé à sa population. Ce message, il est validé par le maire et c'est diffusé. La gestion des catastrophes au niveau, en tout cas, national, régional, départemental et communal, c'est un résumé. Donc, finalement, le COVAC est un outil opérationnel interministériel efficace et pertinent pour la gestion des catastrophes de toute nature, mis en place au profit des autorités communales, départementales, régionales et nationales, instituées par un cadre juridique cohérent et solide, dont voici un extrait. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Vous aviez le carton rouge et heureusement vous étiez arrivé à l'heure. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette présentation pertinente. Et ce que je retiens de cette présentation, avant de laisser bien entendu le public ou l'instance apprécier, c'est qu'on a au Niger un outil permanent d'information qui est le COVAC. C'est un outil interministériel avec un dispositif bien en place au niveau central déconcentré. Il y a aussi quelques exemples que vous avez donnés qui illustrent que cet outil est fonctionnel. Je crois que c'est un aspect extrêmement important. Et le cas des inondations de 2020 que vous avez écouté, que vous avez rappelé. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer au prochain, qui est M. Bako, qui va nous faire économie de ce qu'ils font dans le cadre de l'assurance ARC au Niger et peut-être même en Afrique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, bonjour. Et je suis Bako Yakuba. Je suis le point focal national de African Risk Capacity en anglais ou en français, mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophe. Bon, ça défile comment? Ça défile comment? Ah, ça. Okay. Donc, voilà comment va s'articuler le programme. C'est le concept de ARC, d'abord la structure, le plan de travail et ARC au Niger. Donc, je passerai peut-être un certain nombre de diapos pour ne pas être très long. Donc, la mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophe ou African Risk Capacity, c'est une institution spécialisée de l'Union africaine qui a été créée en 2012 et qui a émis ses premiers contrats d'assurance en 2014. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ARC? En fait, ARC permet aux pays membres de se préparer, de gérer et de financer la réponse aux catastrophes naturelles, notamment pour le cas du Niger, la sécheresse. Donc, elle est structurée de la manière suivante. Vous avez une institution de ARC qui concerne les États membres, donc il y a 33 États membres, la mutuelle, qui est l'entité financière affiliée, qui est la société d'assurance. Bon, ça, c'est le processus d'institutionnalisation de la mutuelle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, c'est quoi le concept de ARC? Voilà comment ARC, pourquoi ARC, du moins, a été conçu. C'est que quand vous regardez ici, vous allez vous rendre compte qu'au le premier slide, c'est la manière dont est gérée une catastrophe quand elle arrive par les populations. Le deuxième, c'est la réponse au choc avec les partenaires techniques traditionnels. Et maintenant, le troisième point, c'est la gestion des catastrophes par la mutuelle. Si vous comparez les trois graphiques, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est une réponse précoce par rapport aux réponses classiques. Bon, je pense que c'est pas la peine, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, vous avez, qu'est-ce que ARC a de plus que par rapport aux autres que vous connaissez? C'est que ARC, il combine
4 éléments. Vous avez l'alerte précoce, la planification, le financement et la réponse. Bon, ça, je pense que c'est pas... Voilà. Donc, la structure. La structure de l'ARC, voilà sa structure. C'est une institution spécialisée de l'Union africaine sous la gouvernance des pays membres, avec un engagement politique avec les pays membres, qui fait des services de renforcement des capacités et du suivi opérationnel, et la compagnie d'assurance qui occupe les fonctions commerciales. Donc, c'est vraiment c'est elle qui s'occupe, en cas de sécheresse, de faire le payout, donc le décaissement. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, la Constitution, donc vous avez à peu près comment elle est constituée. Vous avez les États membres, les membres de la classe A qu'on appelle le ARC, ce sont les pays qui ont un certificat de conformité, ainsi qu'une police d'assurance. Donc, quand un pays prend une police d'assurance, c'est-à-dire qu'il devient membre de la classe A. Et les membres de la classe C, ce sont les principaux bailleurs de fonds de la mutuelle, les donateurs. Bon, ça, c'est la gouvernance. Je pense que ce n'est pas si important que ça. Ce qui est le plus important, voilà, c'est la modélisation du risque. Donc, African Risk View, African Risk Capacity, c'est la mutuelle. Mais son outil de travail, c'est un logiciel qu'on appelle African Risk View, qui est un logiciel de modélisation et qui permet de modéliser les risques de sécheresse. Donc, ça permet aux pays d'analyser le risque de sécheresse et l'impact de la sécheresse sur la sécurité alimentaire et de définir leur participation dans le pool d'assurance. Donc, en fait, un des aspects essentiels du ARC ARV, c'est qu'il vous permet de suivre et d'analyser les développements agrométéorologiques sur le continent en temps presque réel. C'est-à-dire que nous avons toutes les informations météo sur un pas de 10 jours. Donc, il fait une mise à jour tous les 10 jours. Et vous allez comprendre pourquoi on s'est basé sur les satellites. Parce que tout simplement, aucune institution des États membres ne peut vous donner toutes les données météorologiques sur l'ensemble du territoire dans un pas de 10 jours. Donc, il permet aussi d'estimer l'impact de la performance de la saison des pluies sur la population vulnérable. Et en même temps, il permet de calculer le coût associé à la sécheresse. Alors, donc, comment il fonctionne? C'est que vous avez ici 3 cartes. Celle d'en haut à gauche, c'est la carte de la pluviométrie. C'est-à-dire qu'elle se présente comme ça. Ça, c'est la pluviométrie. En fait, ici, ça, c'est le cumul moyen annuel qu'il vous donne. La seconde carte sur la gauche, c'est lui que vous le verrez ici. Le Water Resource Satisfaction Index. Donc, c'est l'indice de satisfaction des besoins en eau d'une plante. Il transforme la pluviométrie en indice de satisfaction des besoins en eau d'une plante. De là, il vous calcule la population impactée et à droite, il vous donne le coût de réponse. C'est le même logiciel qui fait exactement ces quatre combinaisons. Donc, vous avez la pluviométrie, la sécheresse, la population touchée et le coût de réponse. Donc, comment il fonctionne? Alors, vous avez ici la pluviométrie. À partir de la pluviométrie, il vous détermine la sécheresse. À partir de la sécheresse, on met dans le logiciel le profil de vulnérabilité du pays. Et ensuite, à partir de la sécheresse et du profil de vulnérabilité, il vous donne l'impact de la sécheresse sur la population. Et ensuite, maintenant, il vous donne le coût de la réponse. C'est qu'il faut dire pourquoi on dit qu'il peut faire une alerte précoce. Parce que si vous regardez le schéma sur le coût de la réponse, vous allez vous rendre compte qu'il est aussi en fonction de l'évolution de la campagne. Plus la campagne est mauvaise, plus il monte. C'est-à-dire que le nombre de populations touchées est grand. Plus la campagne est bonne, plus la courbe est descendante. Donc, vous pouvez suivre en fait l'évolution de la campagne et au 31 août de chaque année, on peut attirer l'attention du gouvernement pour lui dire attention, si la situation pluviométrique continue de cette manière, voilà ce qui peut advenir. Donc, c'est en ce sens qu'il est un logiciel aussi qui permet d'alerter à temps. Bon, ça, ce sont les modalités pratiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, comme c'est un logiciel, c'est un risque de transfert. C'est un risque que vous transférez à la mutuelle. Donc, le pays est souverain de dire le pourcentage de risque qu'il va transférer
à la compagnie d'assurance. Mais il faut se dire que plus le pourcentage de risque, le taux de risque que vous transférez est grand, plus la prime d'assurance sera élevée. Donc, je crois que c'est exact, c'est le même profil qui cuit. Donc, voilà, en fait, si vous voulez, les principaux paramètres de transfert des risques. Donc, vous avez ce qu'ils appellent le point d'attachement. Donc, c'est le montant du coût de la réponse qui déclenche une indemnité. Vous avez un point de dépassement qui est le montant qui peut être décaissé pour la sécheresse la plus grave, la plus sévère. Le taux de cession, c'est la part du risque que l'État ou les États transfèrent à la mutuelle. La limite de couverture, c'est le montant maximum de compensation. Et en fait, vous avez le premier qui est une proportion entre le transfert des risques. Je crois que c'est... Bon, ça, c'est vraiment toutes les étapes que le Niger a signées pour être membre de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Et je pense que c'est tout bon. Ça vous donne à peu près une idée de comment ça marche. Ici, vous avez la carte du Niger. Et ça, c'est la population en 2014. C'est la sécheresse de 2014-2015. Sécheresse agricole 2014-2015. Vous voyez que c'est le logiciel qui vous donne les départements et les populations touchées par département. Donc, vous avez Magaria, 485 000 personnes, Mayaï, et vous avez la population. Donc, c'est le logiciel lui-même qui vous fournit et vous donne et le département et la population touchée. On aurait pu aller plus en détail, plus désagrégé, si on avait la carte des communes. Si on arrive à insérer la carte des communes, ça veut dire qu'on peut vous déterminer, commune par commune, celles qui sont touchées par la sécheresse et la population touchée par la sécheresse et de surcroît, le décaissement à avoir par commune, si on le veut. Donc, je crois que c'est tout, monsieur le président. C'est que je veux dire, ça je crois que c'est tout. Hein? L'argent est là. L'argent est là parce que cette année, nous avons 3 milliards de dollars cette année. Merci Bako. Merci pour cette présentation assez intéressante et qui nous prouve aussi une fois de plus qu'on a un autre instrument assez important, celui de transfert des risques au Niger, et en tout cas qui puisse permettre en cas de sécheresse, qui est ici l'aléa le plus ciblé, ou le seul aléa ciblé d'ailleurs, de cet instrument-là, et que nous avons aussi la possibilité d'un côté, tout le dispositif administratif de gestion de financement de réponses à apporter, mais aussi un bras technique qui est celui ARC Risk, ARC Risk View, c'est ça? ARV qui puisse permettre effectivement d'introduire les informations au cas par cas, avoir une modélisation, une réponse appropriée pour cibler qui est impacté et où est-ce que éventuellement l'assurance pourra intervenir pour apporter la réponse appropriée. Merci beaucoup, Bako, pour cette brillante présentation. Je ne sais pas maintenant, puisqu'on a cumulé 4 sessions sans débat, le micro aux organisateurs pour savoir comment est-ce qu'on va gérer la suite. Ou bien on prend les débats de la dernière session, ainsi de suite. Oui, on va le faire. Donc, juste avant, on va laisser le DG de l'ANS qui va partir. Okay, là, on va laisser M. Gimbaou, oui. Ok. Donc, il doit partir après. Donc, on va ouvrir les échanges. Donc, peut-être avec le professeur Mocho, coordonner effectivement pour avoir sur une vingtaine de minutes des échanges effectivement sur ce qui vient d'être fait et sur les 3 autres sessions également. Où on permet aux 2 autres de s'installer, puis si on fait un débat global. Absolument. Ok. Voilà. Donc, voilà, comme ça, on fait un débat global. Voilà.